Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Est-ce que je crois aux fantômes? Quand je dis fantômes, aux esprits qui viendraient revenir? Je sais pas, mais des fois, j'ai des idées. Je suis sûr que ça vient pas de moi. Honnêtement, avec toute l'humilité du monde, je pense que je suis un vecteur de bonheur. Il y a des trucs qui rentrent dans mon corps, qui sortent de ma bouche, ou qui sortent des gestes qui sortent de mon corps. Et je me dis, il y a quelqu'un qui vient de se stationner, de se parquer dans mon corps. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre que nous allons partager ensemble avec quelqu'un, un visage que d'abord vous connaissez, ensuite une personnalité avec un charisme aussi et on va l'accueillir dans une seconde. Mais je voulais commencer par, en phrase d'introduction, choisir cette phrase. C'est bien beau la danse, mais te sens-tu capable de subvenir aux besoins d'une famille? Quand on commence comme ça dans la vie, la vraie question qu'on peut se poser, soit c'est un trauma qui évidemment va vous poursuivre tout au long de votre vie, soit vous en faites une force et vous allez décupler évidemment les actions pour justement ne pas être dans cette injonction. On va voir ça avec celui qui en est à l'origine, Jean-Marc Généreux, est sur le canapé d'ABC Talk. Salut Jean-Marc. Bonjour Marc. Merci infiniment d'accepter l'invitation. Merci de ton invitation. Et je suis content de t'accueillir ici dans ce cadre que visiblement tu apprécies. Je le kiffe, mais de ouf. Il y a mon enfance, il y a l'enfance de mon fils. Ouais. Je pense qu'il y a l'enfance de tout le monde. Puis en même temps, je sais qu'on va pas potentiellement aborder des sujets qui sont sérieux. Oui. Mais si on la voit pas avec un sourire et à travers ces figurines qui ont des parcours bizarres. Je vois Dark Vador, je vois plein de gens. Et je vois Yoda. Donc, à quelque part... Quel est celui qui te touche le plus, d'ailleurs? Tiens, c'est une question que je pose jamais aux invités. Bizarrement, l'histoire de Rocky me parle, mais aussi Inspecteur Gadget. Moi, dans ma vie, si on passe un peu de temps avec moi, on va voir que je suis assez ingénieux pour me sortir d'un merdier ou pour ajuster une situation. Je vais trouver une perche pour défaire un truc. S'il y a des gens qui passent assez de temps avec moi, ils vont comprendre que je vais être assez débrouillard. Et moi, Inspecteur Gadget, il me parle. Ouais, c'est ça. Il a tout le monde un couteau suisse de toutes les situations. Je me retrouve un peu dans chacun. Bon, j'ai commencé par cette phrase, Jean-Marc. On va évidemment évoquer ce livre. Chaque pas est une leçon de vie. C'est aux éditions Le Duc, chez nos amis Le Duc. Et ça, c'est un livre, évidemment, qui est extrêmement troublant, qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement sincère et profond. Et quand on a commencé l'émission et préparé l'émission, j'ai dit, tiens, on va recevoir Jean-Marc Généreux. Tout le monde m'a dit, ce type doit être un mec bien. En tout cas, tu sais quoi? Est-ce que tu as conscience qu'on te voit en France de cette manière-là? Attends. Comment dirais-je? J'apprécie énormément ce capital de sympathie qu'on m'a offert. Mais parce que tu as après ça. Oui, mais je crois que les gens ont une perception du gars qui est parti dans des envolées lyriques, qui va peut-être bouger ses hanches c'est vrai. Pendant quelques secondes, parce que ça, on va en revenir. Parce que les gens m'ont adopté. Moi, j'ai été adopté par la France, par les Français, par la francophonie, parce que autant en Belgique que dans d'autres pays... Partout dans la francophonie, des fois, je rencontre des gens du Burkina Faso. Ils me disent « Monsieur Généreux, comment ça va? » Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce rayonnement que Danse avec les stars a provoqué. Mais après, il s'est passé plein de choses. Mais moi, je me lève tous les matins et je me dis, bon, j'ai des très bonnes raisons de très bonne motivation, entre autres la phrase que tu as évoquée de mon père, pas de me tenir à carreau, mais de faire chaque journée la meilleure de ma vie. Et là, moi, ma motivation, cette motivation-là m'est trottée dans la tête longtemps, et même j'en ai même parlé avec ma femme hier soir, bizarrement. Mais tout ça pour dire que j'essaie de construire chaque journée avec la même motivation, et si je rencontre quelqu'un, c'est quelqu'un de nouveau. J'y dois mes yeux, j'y dois ma bouche, j'y dois mon corps, j'y dois mon énergie, parce que
Si je l'ai laissé à quelqu'un d'autre il y a 4 minutes, cette personne-là a aucune idée. Et dans mon livre, j'évoque souvent les leçons. Et ça, c'est une leçon une des raisons pourquoi je me suis retrouvé ici en France, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a référé, qui m'a vu ailleurs, mais qui ne me connaissait pas personnellement. Donc, tout ce qu'on laisse comme image, comme impression, que ce soit en attendant l'autobus ou dans un dîner ou tout simplement quand tu es dans un match de foot, si tu te conduis pas bien ou si c'est pas toi, il y a quelqu'un qui va le remarquer. Mais si c'est toi et que tu es une bonne personne, peut-être que quelqu'un va dire « Moi, j'ai rencontré ce gars-là, il est sympa. » La différence, c'est de savoir, est-ce que tu es dans un personnage ou est-ce que tu es réellement celui que tu es lorsqu'on te voit, notamment ici en télé. Moi, je peux dire que les quelques minutes qu'on a passées ensemble là, avant l'émission, me confortent dans l'idée de me dire que tu es comme ça. Moi, je suis comme ça tous les jours de ma vie. Après, je ne sais pas trop quel est le miracle de la vie. Moi, j'ai eu 2 enfants qui sont complètement différents. Donc, j'ai été un enfant. J'ai été dans le ventre de ma mère, j'ai sorti et je suis arrivé dans une famille, dans une fratrie de 6 enfants. Mais si on me demande de jouer un rôle, avec plaisir. Si tu me demandes demain matin, tu vas être le gars qui va être radin au lieu d'être généreux, ça va me faire plaisir. Si tu me demandes d'être le gars qui est triste, je vais faire le gars triste. Ouais. C'est pas un problème. Tu peux jouer la comédie. Oui, mais si tu me demandes comment je suis dans la vie ou comment je suis confortable, c'est quoi la couleur de ma peau, elle est comme ça. C'est cette énergie qui m'habite, c'est cette énergie qui tous les jours de ma vie et c'est ce genre d'essence que je mets dans le réservoir. En tout cas, tu as cette remise en question quotidienne que de te dire attention, j'accueille la vie à pleines dents, quoi. Oui, mais c'est un peu comme c'est drôle parce que dans la vie, et je l'ai écrit dans mon livre, je marche dans la rue, je marche pas sur le trottoir, il n'y a rien qui se passe sur le trottoir. Moi, je marche dans la rue pour me faire remarquer ou pour remarquer quelque chose, mais en réalité, si je conduis une voiture, j'essaie de conduire droit. Et donc, moi, ce véhicule qu'on m'a donné, merci, je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants du miracle de la vie, mais en tout cas, si tu me prouves que je peux revenir, je vais faire une merde de cette vie. Je vais m'amuser, je vais boire, mais là, moi, j'ai pas la preuve. Donc, moi, one time around, je suis là une fois, je vais essayer de rester dans les clous et d'être la personne que je veux être. Moi, je suis confortable avec ça. Donc, tu es adepte du « on n'a qu'une seule vie ». Oui. Dans l'absolu. Pour le moment, oui. Ouais. Pourtant, au travers de ton livre, et on va le voir et on va l'expliquer, j'ai le sentiment que tu es quelqu'un de profondément spirituel. Ça... Oui. Ça ne veut pas dire... Non. Religieux ou quoi que ce soit, mais tu es très spirituel, même s'il y a des fondamentaux religieux et que tu es très, très croyant. Mais tu as une spiritualité profonde, j'ai le sentiment, au travers de ce qu'on va entendre. Oui. Puis, même dans le livre, j'écris la bienveillance, c'est pas une option. C'est fait comme ça, mais quand on regarde l'histoire, je sais que c'est un mot qu'on ne devrait pas prononcer, les religions. Au fond, c'est basé sur 3 trucs. Aimons-nous les uns les autres, partage et aide ton prochain. Et ça, de base, pour moi, c'est l'ADN, l'ABC, de la bienveillance. Et je pense que quand je dis bienveillance, pour moi, ça fait partie de la spiritualité. Comment se décrire au-dessus des autres qui en réalité, en tout cas, preuve du contraire, on dort tous à l'horizontale. Et donc, il y a déjà de penser qu'on est égaux, c'est déjà spirituel. Quand on regarde certaines personnes qui se permettent de faire des trucs, qui disent des trucs ou utilisent des plateformes pour promouvoir des trucs, tu te dis, mais... Et pourtant, tu es dans un univers qui est souvent comme ça. Oui, mais j'écoutais, il n'y a pas longtemps, quelqu'un, pour ne pas le nommer, mais... parce que je ne veux pas nommer, mais disait qu'on est responsable de ce qu'on dit dans des plateformes de diffusion qui vont être vues par des centaines, des milliers, peut-être des millions de personnes. Donc, si on dit des choses et on fait la promotion des trucs, surtout quand c'est des mythos professionnels, là, pour moi, on enfreint des règles de la spiritualité qui est en réalité, spiritualité rime avec authenticité pour moi.
Et c'est ce que j'essaye d'être le plus, en tout cas, le plus authentique, à moins que on me dit, mets ce chapeau-là et fais le clown. Mais ça, c'est une très belle phrase, ça. La spiritualité rime avec authenticité, avant tout. Ben, je pense. Dévoilez les souvenirs enfouis de vos vies antérieures grâce à une séance d'hypnose à mes côtés. Rejoignez-moi pour une soirée extraordinaire en totale immersion sonore à la découverte de vos vies passées. Vivez la libération de vos mémoires karmiques qui entravent votre liberté et votre épanouissement, ou reconnectez-vous à des capacités ou des dons que vous aviez dans d'autres vies. Je serai présent au Mans, à Cholet, Lorient, Brest, Colmar, Metz, Montpellier, Cagnes-sur-Mer, La Rochelle, Bayonne et Bruxelles. J'espère sincèrement vous rencontrer et vous faire voyager dans les mémoires du temps. Réservez votre place pour cet événement organisé par ABC Talk dans les liens à votre disposition. Est-ce que tu pars du principe que cette spiritualité, elle t'a été inculquée de par ton éducation? Oui, ben après, il y a... Tu sais, on va à l'école, hein? Et donc, moi, je suis allé à l'école quand j'ai rencontré ma femme. Bon, ben, j'étais un petit garçon qui allait à l'école du lundi au vendredi. À 9 ans, tu l'as Ouais. rencontré, je crois, c'est ça, hein? Oui. Du lundi au vendredi, tu vas à l'école. Le dimanche, ben, c'est la famille et c'est l'église, hein? Et le samedi, ben, bon, on peut déconner, on peut s'amuser. Et c'est là que j'ai découvert la danse. Mais les dimanches que j'allais à l'église, je me sentais bien là-bas. J'aimais beaucoup ce livre. C'est un gros livre assez épais avec plusieurs personnes qui ont écrit dedans. Des Marc, des Jean, il y a toutes sortes de... Des Jean, des Paul. Ben, des Paul, il y a... Des Jacques. Corentin, je sais pas trop, des gens. Et je trouvais que les passages qu'on me lisait dans la Bible, pour moi, ça résonnait. Après, c'est drôle parce que peut-être que je saute du coq à l'âne, là, mais mon fils, quand il a passé sa première communion, c'était pas des prêtres ou des sœurs c'était des gens du catéchisme. C'était 2 femmes. Et il expliquait, et là, je sais qu'il y a des gens qui vont monter aux barricades parce que s'il y a une virgule dans la Bible, elle va là, la virgule. Et eux, ce qu'ils enseignaient à mon fils, c'est que, entre autres, l'aveugle. Bon, ben, apparemment que Jésus aurait guéri un aveugle. Et eux allaient dans une autre dimension, au 1er, 2e, même au 3e degré, et disaient, admettons qu'il y a quelqu'un de très grand devant toi, puis il y a quelqu'un qui te fait faire un pas de côté, et là, tu vois. Donc, tu voyais pas parce que tu étais aveugle. Et là, admettons, tu comprends pas une formule mathématique. Quelqu'un te le montre, tu te dis, ah, ben, j'étais aveugle, je comprenais pas. Et il mettait en lumière le fait d'éclairer, de donner une compréhension, d'aider à voir mieux au 1er, 2e, 3e degré. Et je trouvais que si les gens enseignaient la religion de cette façon-là, ça serait beaucoup plus facile d'adhérer à des principes. Après, il faut les mettre en action. Alors on va voir évidemment au travers de ton histoire, de ton parcours, qu'il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Et quand je parlais du côté très spirituel, c'est parce que tu évoques des thématiques que je trouve assez intéressantes. Tu parles de la douleur, tu parles de la résilience, parce que ça aussi c'est un terme qui est souvent parfois un peu galvaudé, la résilience, Oui. on ne sait pas très bien le pourquoi du comment. Tu parles du stress, de la peur, tu parles de l'ego aussi, il y a tous ces sujets que tu abordes. Tu parles de la chance. Ah, ben oui. Est-ce que d'ailleurs, tu considères aujourd'hui que la phrase que j'ai évoquée en introduction, que je considère comme une injonction de ton père, qui, je le rappelle, dit « c'est bien beau la danse, mais est-ce que tu seras capable de subvenir aux besoins de ta famille ?» Est-ce que cette injonction, tu l'as prise comme une chance aujourd'hui, ou est-ce que c'était quelque chose qui t'a plutôt traumatisé et qui t'a considérablement marqué au point d'en faire des cauchemars quelque part? Je suis pas sûr si je suis traumatisable. Je suis vraiment pas sûr. Ok. Je suis même pas sûr si je suis pas inoxydable. Je pense que y a pas grand-chose qui colle. C'est vrai? Ah ouais. 2 choses, entre autres. Je connais pas la jalousie. Ça n'a pas été installé. Et je connais pas beaucoup le stress. J'ai envie de dire pas le stress, mais là, les gens, des fois, ils vont... Bref. Si je suis pas bon, je suis pas bon. Si j'ai dit une connerie, j'ai dit une connerie. Et il y a une autre chose qui s'est installée dans les 10-15 dernières années, l'auto-pardon. J'ai vu ça aussi.
Ouais, J'ai dit l'autopardon, j'ai développé ce que j'appelle l'autopardon. Alors, Ouais. Qu'est-ce que c'est l'autopardon? Ben, l'autopardon, c'est que tu fais une connerie. Admettons, je suis dans une émission à heure de grande écoute et tu es en direct. Tu dis une connerie ou t'as fourché la langue ou t'as pas répondu la bonne chose ou je sais pas, il s'est passé un truc que toi, t'as pas bien performé le moment où on te l'a demandé. Et là, tu as le choix de le laisser dans ta tête et ça pèse et ça pèse. C'est comme un verre d'eau qui est dans ta main. Bon, après 3 secondes, tu le sens pas. Mais après 4 minutes, ça te fatigue un peu l'épaule. Mais si tu le gardes pendant 1 an, t'es paralysé. Ça peut être quelque chose de très léger. Ça peut être... Donc moi, j'essaye. Bon, est-ce que j'ai tout donné? Si j'ai tout donné et j'ai fait une erreur qui est honnête, allez, je me pardonne, on passe à d'autres choses. Donc, le stress, j'essaye de... Je me dis, et je l'écris dans mon livre, s'ils sont assez barjots pour me demander de faire un boulot, ben moi, je suis assez barjot pour le faire. Parce que souvent, les gens te jugent avec peut-être plus d'exactitude que toi. Parce que des fois, on se met des freins. Ah non, ça, je peux pas faire ça. Ah, ça, je peux pas faire ça. Mais les autres te projettent. Après, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce que ça m'a stressé? Cette phrase que mon père, en réalité, elle était là. Et cette question-là venait de l'ignorance. Et moi, je reçois la question. Et bon, elle était sous-jacente pendant des années, mais c'est vraiment à l'âge de 17 ans où là, je fais le choix, je n'irai pas à l'université. Je vais m'en aller... là, il y a comme un espace-temps qui s'est ouvert, un genre de warp zone. Et là, soit j'y vais, soit j'y vais pas. C'est... mes années de compétition peuvent... c'est un peu... là, on a des champions olympiques avec nous. À un moment donné, tu peux pas sauter dans la piscine quand tu as 39 ans. Mais est-ce que c'était pas une façon aussi de vouloir prouver à ton père qu'il avait tort? Ah, mais elle était là, hein, ça. Et oui, mais dans l'ignorance de sa question, c'est qu'il ne savait pas que dans ce monde-là, parce que le monde de la danse sportive, pour dire le nom qu'on utilise aujourd'hui, parce que ça a été ballroom dancing, il y a tous les noms inimaginables, c'est comme, tu vois une porte, il y a un trou de serrure. Bon, tu regardes, mais il y a un monde derrière. Mais si tu connais pas le monde... Bien sûr. Après, c'est comme dans n'importe quoi. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ça, c'est sûr. Mais il y a un monde. Moi, j'ai fait des compètes, j'ai fait des spectacles, j'ai donné des cours, j'ai enseigné partout sur la planète. Sauf que tu dis que dans ton livre, dès les premières compétitions que tu réussis, à l'égard de ta famille et de tes parents, ils s'en fichent complètement. Ah, mais grave! Ça ne les intéresse pas du tout. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense pas que ça les intéresse encore. Non, mais mes sœurs, mon frère est fier de moi. Mes parents, bon, ils sont plus là. Mais... Est-ce que tu as recherché cette fierté-là? Non. Jamais. Tu n'en as pas eu besoin? Non. J'en ai pas eu besoin parce que c'est bizarre, hein? Puis je sais que ça fait comme nous, on a cette expression-là, je pèle, te pars en avant. Donc, je prends la neige, je la mets derrière moi, puis j'avance. Puis après, tu te recules, tu dis, il y a une montagne. J'ai tout mis de la neige là. Mais donc, moi, je regarde beaucoup vers l'avant. J'ai peut-être un problème de torticolis, mais j'ai de la difficulté à regarder vers l'arrière. Donc, ça, moi, ça faisait écho derrière moi. Moi, ça m'a pas stoppé, cette phrase-là. Ça a été... oui, des fois... mais il y a un fait cocasse que j'ai pas vraiment mentionné dans mon livre, mais... Ou peut-être, je sais pas si je l'ai effleuré, mais mon père était comptable, hein? Et donc, c'est lui qui a fait mes impôts au début. Et là, il voyait... Bah oui. Ah oui, ben ça va bien, ta carrière. Oui, c'est pas mal. Je comprends. Et c'est là où les gens se sont tués un peu. Et il aurait pu. Il aurait pu. Mais non. Bon, en tout cas, tu n'as pas souffert de ça, visiblement. Non. Et alors, ce qui est très étonnant chez toi, dans ta personnalité, au travers de tes écrits, de ce que tu dis et de la manière dont tu dis les choses, c'est qu'on perçoit cette sensibilité que tu as. Tu es quelqu'un de profondément sensible, profondément touché de beaucoup de choses, et ton histoire, de par ta famille, tes enfants, et on va le comprendre tout à l'heure, mais s'explique. Mais on a le sentiment aussi que
tu as dû te forger une carapace pour faire en sorte de ne pas prendre certains coups, certaines réflexions, certaines remarques que tu n'avais pas envie de recevoir et qui auraient pu te déstabiliser. Donc Ouais. tu es à la fois extrêmement sensible et donc cette sensibilité crée cette carapace qui fait l'homme que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'on se trompe? Non, on se trompe pas. Je pense que... Il est drôle, la métaphore, mais je pense que la peau, c'est un filet. Et c'est à nous à le tisser très serré, mais ça reste un filet. On peut nouer... on peut nouer du tissu, on peut tisser qui devient imperméable, mais ça reste des fils qui vont s'attacher. Je pense qu'on construit au fur et à mesure une vie et on a des fils. Et on tisse une toile qui, moi, je la mets à l'image de la peau. Puis, on va prendre des coups de soleil. Puis, si on abuse du soleil, ben, un jour, on va se réveiller et il y aura des trucs qui vont t'amener à être obligé d'avoir des traitements, quoi. Et, ou, s'il y a trop de soleil, tu te mets à l'ombre. Donc, si les gens sont méchants ou ils sont... parce que je remercie, je sais pas trop, l'énergie positive de la vie, mais j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, bon, est-ce que c'est parce que je suis un bon garçon ou quoi que ce soit? Je l'espère, hein? Mais tu as ce capital sympathie qui est quand même extraordinaire. Pour un homme public, il y a très peu de haters, comme on dit. Ouais, et donc, moi, oui, je vais être sensible. Je suis sensible à plein de choses et bon, je pleure comme une madeleine. C'est compliqué, cette vie-là. Des fois, je suis déshydraté, je suis sec comme un raisin parce que j'ai trop pleuré. Mais bref, je laisse... J'ai un peu un peu de contrôle quand même sur l'étanchéité de cette peau. Exemple, je vais être sur Danse avec les stars, mais à un moment donné, il y a une musique qui commence. Ah, punaise, ça vient me chercher. Ah, ouais. Et là, je sens que ça monte. Et là, j'ai le choix. Soit que j'essaie de ravaler, ou je me dis, vous savez quoi, je fais comme ça. C'est drôle parce que, ouais, bon, de temps à autre, si j'ai une journée qui n'est pas occupée, ben, je vais des fois passer dans les salles, aller voir nos célébrités, donner un petit conseil. Parce que, on va se le dire, sur le Prime, ça va tellement vite. Bien sûr. Et là, il faut sortir une phrase, 2 phrases, et puis c'est terminé. Puis il faut en laisser à tout le monde. On n'a pas le temps d'expliquer un commentaire. Et donc, ça m'arrive des fois de retourner un lundi, un mardi, expliquer ce que j'ai voulu dire. Et là, je rencontre des gens. Mais des gens qui ont un profil incroyable, des artistes, des athlètes, des animateurs, des chanteurs. Et là, ils sont devant moi et je vois la vraie personne. La sensibilité. Et là, moi, ça me rallie à la vie. Je me dis, à quelque part, c'est pas un défaut d'être sensible. En tout cas, pour moi. Qui oserait dire le contraire? Je sais que pas. certains considèrent la sensibilité comme un aveu de faiblesse? Je pense que oui. Je pense qu'il y en a des gens qui ne le diront pas, ils ne l'évoqueront pas avec des mots, mais ils vont avoir une stature, une position, une posture qui est comme un mur de briques. Tu passeras pas là, tu passeras pas là. J'en rencontre tous les jours. Ah ouais, tous les jours des gens qui, tu dis, ah ouais, tu t'es acheté une belle armure. Ouais, bravo. Ouais. Mais c'est pesant, hein, une armure, et quand tu arrives dans l'eau, tu coules. Exactement. Mais je remarque que dans ton discours, tu as toujours beaucoup de paraboles. Hein, c'est très imagé à chaque fois. Mais c'est très bien parce que c'est un petit côté pédagogue et ça explique beaucoup plus les choses en profondeur et ça permet effectivement d'avoir une approche un peu différente. Il y a autre chose aussi qui a sans doute forgé ton caractère, la compétition. Ah ouais. J'ai découvert ce truc-là en entrant dans l'école de danse. Bon, moi, je voulais conquérir le cœur de France Mousseau. Et j'ai découvert... Ton épouse. Ah oui, mon épouse, cette femme qui était encore couchée à côté de moi quand je suis parti de Montréal pour venir ici. La pauvre. Après 37 ans, là, c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire que... C'est beau la manière dont tu en parles. Hein. Ah, mais... Tout le temps, tu parles d'elle d'une manière extraordinaire. Ça se lit dans tes yeux en plus. Aujourd'hui, je te parle aujourd'hui parce que je répondais à il y a des gens qui m'envoient des messages qui sont
des beaux messages de courage et tout ça. Il y en a des gens qui sont un peu découragés, qui m'écrivent, et puis je peux pas répondre à tout. C'est impossible, impossible, impossible. Mais bon, je prenais le temps d'écrire, et puis je disais, les deux championnes les trois champions de notre famille, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma femme. Moi, j'arrive dans des lieux qui sont fabuleux, on me pose des questions, on met un micro sous la bouche et je m'exprime. Le taxi arrive, j'embarque dans le taxi. Bon, bref, je vis une vie sur un tapis rouge, justement. Et du coup, les vraies personnes, ces personnes-là qui sont au combat tous les jours, c'est France. Et on revient à la compétition. Moi, aujourd'hui, en 2025, j'ai plus envie de compétitionner. J'ai plus envie Mais la vie, c'est une compétition. Et je le comprends. Mais quand c'est arrivé dans ma vie, dans ma jeunesse, c'était potentiellement, probablement la colle. C'était la colle qui a fait que j'ai continué à danser. Et peut-être avoir fait de la compétition tout seul, peut-être, je ne sais pas si je me serais rendu où on s'est rendu, France et moi. C'était le fait d'avoir trouvé mon âme sœur, de faire 3 fois le tour du monde en compétition, après en spectacle, après dans l'enseignement. Pour moi, c'est la compétitivité c'est un peu comme du cardio. Il y a ces poussées d'adrénaline dans l'exécution de la compétition et la poussée d'adrénaline quand tu attends les résultats. Parce que, bon, on a été bien servis, les gens ont été gentils à notre égard et on a gagné plein de titres, des trucs que je suis heureux. Entre autres, on va parler juste 2 secondes. Compétition et France Mousseau, ma femme. C'est énorme. Je regarde toutes les statuettes et tout le décor. Moi, j'avais ça dans la maison, mais c'était que des trophées de danse. Et à un moment donné, on a déménagé dans une autre maison. Et France, je dis, qu'est-ce que tu fais, chérie? On va déménager ça. Ah, tu mets ça dans des boîtes? Elle dit, oui. On va aller porter ça à la poubelle. Je dis, quoi tu parles? Elle dit, on les a gagnés. Là, ça fait de la poussière. J'en ai plus besoin. Puis je peux en garder combien? Je pense que je n'ai gardé 15 et les autres... mais j'aurais pu remplir un appart avec 5 appartements de trophées. C'est sûr. C'est à quel point elle n'est pas attachée au passé. Elle vit dans le présent. Moi aussi, d'ailleurs, mais j'adore regarder Bien sûr, de temps en temps, ça fait du bien. J'en ai gardé quelques-uns un peu partout. Non, tu touches pas à cela. Non, recule. En tout cas, on sent bien que c'est ton pilier. Ah, mais... C'est ton pilier, ouais. C'est ma daronne. C'est sûr. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce que c'est difficile de vivre avec Jean-Marc Généreux? Aïe. Je voulais pas. Si tu préfères que je retire la photo? Non, ça va. Aïe. Une femme extraordinaire. Honnêtement, moi, je suis le valet. Elle a mis sa carrière de côté oui. pour que tu sois là où tu en es aujourd'hui. Oui. Après, c'est un cercle, j'aime mieux dire vertueux que vicieux, là. C'est... moi, pour faire ce que je fais, il faut qu'elle fasse ce qu'elle fait. Donc, prendre soin de ma fille, de mon fils, de la maison. Hier, je lui parlais, puis elle a 4 casquettes, hein. Elle prend soin de la maison, puis la maison, on va dire qu'elle n'est pas petite pour tous les besoins que j'avais besoin. Une école de danse, un endroit pour ma fille, un endroit pour mon fils. Bref, ma belle-mère vivait avec nous, donc la maison... Donc, elle prend soin de la maison, elle prend soin de ma fille. Elle est toujours là comme maman pour mon fils. Elle est comptable, tenue de livre, bref, tac. Elle fait tout ça pour que je puisse faire ce que je fais. Mais... moi, je fais tout ça pour qu'elle puisse faire ce qu'elle fait. Ça, c'était à Miami. Ma fille était encore... avait encore le don de la parole à cette époque. Francesca. Ouais. Est-ce que tu nous permets de mettre une photo de Francesca? Ouais. Si tu préfères pas? Ouais, non, ça va. Ok. Voilà Francesca.
Ça, c'est Francesca aujourd'hui. Francesca, elle a un handicap. Ouais. Elle est atteinte d'un syndrome de... Comment on dit? C'est de Rett? Ouais, syndrome de Rett. Syndrome de Rett qui lui empêche aujourd'hui d'avoir la parole, pour le coup. Et tu en parles, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que non, mais évidemment, tu après, l'évoques dans le livre. Hein. Je veux pas devenir l'ambassadeur des familles qui n'ont pas de voix, mais tu me donnes l'opportunité d'en parler, et je l'ai écrit dans mon livre. Encore une fois, j'essaie de le faire avec pudeur, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu vois... De quoi? Du handicap? De ce syndrome? De ce syndrome et de l'handicap en général. J'ai été le porte-parole du 16 au 22 mars à Montréal de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Bon, Francesca, c'est encore une autre chose, c'est très profond. Mais la déficience intellectuelle, c'est pas une maladie, c'est un fait, c'est un état d'esprit. Mais ces gens-là peuvent vraiment contribuer à la société. Et puis, c'est des gens qui veulent travailler, et si on leur donne la chance de le faire. Le slogan cette année, c'était « J'avance si la société m'inclut ». Et je donne un exemple de ma fille. Je donne un exemple de ma fille, c'est que moi, je ne l'ai jamais cachée. Donc, on se promène à Montréal, on va dans les centres commerciaux, tout ça, pas pour faire de la promo, mais pour aller, pour vivre une vie normale. Et puis elle est très souvent sur les réseaux. Oh oui. Tu es très souvent en photo avec elle, très souvent en vidéo avec elle. Ah oui. Et donc, du coup, il y a des fois, les enfants s'approchent. 3-4 ans, et puis ils me regardent, la regardent, puis on me pose des questions comme « Pourquoi elle ne parle pas? » Ben, j'essaie d'expliquer, et très souvent, moins aujourd'hui, mais longtemps, les parents retiraient les enfants et me disaient « Non, dérange-les pas, ils sont déjà assez occupés. Oui, la petite fille, elle parle pas. » Et je dis « Non, ramenez les enfants. Parce que si on leur explique à eux, c'est eux la société de demain. Si on veut s'épanouir avec toutes les différences, pour moi, c'est l'inclusion qui est importante. Donc, d'en parler, peut-être, je dis avec, encore une fois, il n'y a pas d'objectif précis, mais admettons, quelqu'un lit mon livre et dit « Ah, wow, il y a mon pote que je sais qu'il y a un enfant comme ça, je vais l'appeler. Je vais dire comment ça va? Comment ça va, toi? » Parce que très souvent, bon, le couple peut exploser, se séparer, et encore c'est pire parce que là, tout d'un coup, tu as une personne qui a encore moins de ressources, et des fois, c'est juste un coup de téléphone, demander comment ça va, ou peut-être, allez, moi, je fais rien cet après-midi, allez, toi, va faire du shopping, je vais rester avec ta fille, ou je vais rester avec ton fils, ou tout ça. Pour moi, j'ai 2 exemples qui sont hyper forts dans ma vie. C'est Christopher Reeves, Superman, et Michael J. Fox. Qui est atteint de la maladie, il a Parkinson, je crois. Oui, le Parkinson, et que il s'est jamais caché. Et il a dit, lui, j'ai lu dans un article une fois, il a dit, si j'ai eu toute cette carrière en amont de mon diagnostic, pour que je puisse parler du diagnostic, tout ça aura eu un sens. On lui a donné une popularité. Après, je vois la DeLorean en haut, et puis je me dis, c'est fantastique, ces films qu'il a fait. Pas juste là, il en a fait plusieurs. Et c'est un peu drôle de... Si lui, il pouvait aller Back to the Future, je ne sais pas s'il aurait changé sa vie. S'il aurait pu... reprogrammer la DeLorean. On a eu ça. J'ai beaucoup de gens qui se sont installés sur le canapé qui nous disent, quand ils parlent d'un cancer, quand ils parlent d'une maladie particulière ou d'un handicap, remercie cette maladie ou ce handicap-là. Est-ce que tu acceptes de nous expliquer, lorsque il y a le diagnostic, comment est-ce que vous accueillez ça? Et c'est là où on voit la force d'une maman. Et d'un couple. Ouais, mais honnêtement,
tu vois, quand tu regardes un Rubik's Cube, il est tout assemblé, hein? Ouais. Mais là, moi, il y avait mes 9 petits cubes qui étaient à côté. France, quand il y a eu le diagnostic, honnêtement, elle s'est effondrée pour 5 minutes. Moi, c'était 5 semaines. 5 semaines de douleur, de souffrance, de questionnement. Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je tournais toutes les lumières vers moi. Là. Moi, j'ai mal, moi. Et ma femme, elle, après 5 minutes, elle dit, OK, où sont les ressources? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'adapte la maison? C'est quoi mon futur? Et là, déjà, elle avait engrangé plein de trucs. Moi, j'ai accroché mon wagon, vraiment le dernier wagon de ce train qu'elle avait commencé à... C'était la locomotive de la famille. Et elle me traînait. Vraiment, elle avait Francesca dans ses bras, Jean-Francis avec la main, puis moi, j'étais sur ses épaules en train de faire la loque humaine. Je cancellais des spectacles. Et là, à un moment donné, je suis en train de me raser dans notre chambre, dans notre toilette, quoi. Et puis, je suis en train de... Et là, je sais pas si je vois ou j'entends. En tout cas, j'ai le sentiment que mon père est là. Et qu'il me dit... Tu sais, je t'ai posé une question, hein? La danse. Est-ce que tu vas subvenir aux besoins d'une famille? Et là, tu sais, le signe de dollar ou d'euro, là, partait complètement de l'équation. Et c'est ça il y avait dans cette question, ça aussi. Et là, les besoins étaient criants, étaient ardents, étaient maintenant. Et j'ai descendu, et France m'a regardé dans les yeux, et elle avait compris que j'avais compris. Et là, j'avais remis mes 9 petits cubes sur le cube Rubik de la famille, et là, on pouvait essayer de trouver, OK, comment on va remettre les couleurs à sa place. Est-ce que tu as eu un sentiment de culpabilité à un moment donné? Une période de culpabilité ou pas? Pendant la souffrance, non. Pendant l'absorption du diagnostic, non, mais tu réalises pas. Je présume que tu fais un feu de foyer dans la forêt, tu t'en vas, tu penses que c'est éteint, tu t'en vas, tu marches, à un moment donné, tu vois 3 arbres qui sont en train de flamber, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il était plus le temps de regretter. Là, on me dirait au départ, bon, je vous explique, monsieur, vous allez faire l'amour avec votre femme, vous allez avoir un enfant handicapé. On prend, on laisse. Aujourd'hui, je prends, mais à ce moment-là, je ne sais pas. Bien sûr. Et la culpabilité, c'est de comment on réagit par rapport à ça. Est-ce que je me mets en petite boule alentour de Francesca et on la regarde dépérir et on la regarde dans ses besoins qui sont limités, ou je me dis, OK, qu'est-ce que moi je peux contribuer à la famille? Et c'est là où peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec mon choix. Donc, et bizarrement, mais je te le dis, Marc, c'est tellement bizarre. Le diagnostic tombe et je sais pas, je peux pas calculer combien de temps, mais c'est assez collé. Les shows de danse à la télé recommencent et demandent des juges. Et on nous appelle. Donc, au début, je me souviens, la première opportunité, c'est à Los Angeles. Et Francesca est tout jeune. Hein? Elle est née en 99. Et c'est je sais pas, en 2002, 2003, où on reçoit les premiers coups de téléphone. Mais avant ça, il s'est passé des trucs où on me demandait de faire des conventions tout seul. Et là, voyons. Et moi, les premiers boulots, je cherchais ma femme partout dans le lit. Nous, on était 28 heures par jour, 8 jours par semaine ensemble. Et là, tout d'un coup, une autre force s'installe en moi et je me mets à faire des trucs et des opportunités commencent là où je peux subvenir aux besoins de ma famille d'une autre façon. Bon, c'est des sacrifices. C'est sûr. Mais
Les miens sont minimes si je les compare à ceux de France, mais je sacrifie quand même des années de ma vie où je suis pas au quotidien avec France. Mais En tout cas, on a le sentiment que tu en as fait une force. j'essaye en tout cas. Mais puis cette force, Marc-là, elle vient pas teinter, hein, nourrir ma motivation. Je reviens aux propos que je t'ai dit tout à l'heure. Si, je fais la promo de mon livre, je rencontre des gens, je trouve ça merveilleux que les gens m'accueillent dans des endroits merveilleux. Et mon sourire doit être le plus nouveau pour toi. Mon regard doit être... Je peux pas traîner avec moi. Ah là, c'est mon 14e, je répète la 14e je sais fois. bien, Non. Mais je veux pas, tu ne mérites pas. Tu mérites que je sois. Et c'est là où, quand on dit, c'est pas des sacrifices, c'est une façon d'être. Et c'est là où l'authenticité, pour moi, c'est pas compliqué parce que j'ai envie de te parler, j'ai envie d'être ici. Mais je peux comprendre que d'autres personnes, eux, il faut que j'en fasse une par jour ou une par semaine parce que je me vide. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai cette chance que... Je sais pas, moi, les petites lumières rouges qui sont sur les caméras, c'est comme des lasers. Ouais. En tout cas, pour faire un dernier petit clin d'œil comme ça rapidement à Francesca, tu veux nous dire un mot sur l'Académie Zénith? Ah oui. Ah, mais merci de m'amener là parce que pour moi, l'Académie Zénith, c'est arrivé, on va dire, récemment dans notre histoire. Hein. Ça fait peut-être 3 ans. Non, un peu plus parce que quand j'ai rencontré la dame, Maryse Tessier, qui est, pour moi, si un jour vous regardez L'huile de Lorenzo, c'est un film avec Nick Nolte et Susan Sarandon. Et c'est l'histoire d'une famille où l'enfant a un syndrome et elle se bat pour trouver une solution pour son fils. À la fin, elle ne trouve pas nécessairement une solution pour son fils qui est directe, mais pour tous les autres qui vont suivre. Elle, Maryse Tessier, c'est comme ça un peu. C'est qu'elle a créé l'Académie Zénith pour son fils. Et aujourd'hui, au lieu de s'aider qu'elle, elle aide 30 à avoir 35 familles, là, elle fait du répit de week-end. C'est incroyable. Et ça, pour moi, c'est une source d'apaisement, de sécurité pour ma fille. Elle va là, Francesca va 2 jours par semaine, des fois 3. Ils la prennent en charge de 9h le matin jusqu'à 15h. Je vais la chercher, ma fille, elle sourit, il lui chante des chansons, ça joue, ça bouge, ça la change de l'univers de la maison, même si à la maison, je pense qu'elle est dans un petit cocon de sécurité. Bien sûr. Il y a d'autres gens, elle entend le son de voix d'une autre personne ou d'autres personnes. Elle se sent inclue dans une société et c'est la beauté de l'Académie Zénith. Alors ça, évidemment, et on embrasse bien sûr Maryse Tessier, l'association Académie Zénith. On a un peu l'équivalent en France aussi avec l'association française du syndrome de Rett aussi. Et vous pourrez aller voir, on vous mettra en dessous de la vidéo tous les liens qui permettent de soutenir ces associations qui font évidemment beaucoup. Alors dans la famille, on n'a pas parlé quand même de Jean-Francis. Ah mon Dieu Seigneur. Jean-Francis. Alors moi, j'apprends un truc, le syndrome du jumeau perdu. Oui. Ça, c'était le premier drame en réalité. Moi, j'étais... ça a été un petit peu compliqué, la fabrication des enfants, admettons. Apparemment que moi, mes nageurs nageaient pas vite et France avait des problèmes à me faire une cible. Et donc, on est allé en clinique de fertilité, ils nous ont expliqué les phénomènes, et il y avait un truc qu'on ne savait pas, qu'on a su plus tard. Mais bon, ils nous ont aidés. Et dans le processus, je dois ajouter que, pendant qu'elle faisait ce traitement, elle a fait 3 crises d'épilepsie. Énorme. Et ce qui m'a même... À un moment donné, je voulais arrêter la danse parce que je dis, si la danse fait ça à France, moi, je vais arrêter de danser. Et donc, bizarrement, après les 3 crises d'épilepsie, il se passe un truc, on va à l'hôpital et ils découvrent que, après des examens, que France a un problème de glande thyroïde et qu'elle est pas en hyperthyroïdie, elle est hypo.
Donc, elle a on va dire, l'attitude, l'énergie de quelqu'un qui est hyper, puis en réalité, sa glande est hypo. Donc, c'était comme on luttait contre les deux, et donc la fertilité ne fonctionnait pas à cause de tout ça. Donc, on règle ça, et boum, elle tombe enceinte. Ben, aussitôt que sa glande thyroïde était arrangée, tout part. Et bon, ben, les gens qui vont écouter ça savent que quand tu vas en clinique de fertilité, il y a des risques d'avoir des jumeaux, des triplets. Et donc, nous, à la première échographie, moi, je suis à London, en Ontario, et puis elle m'appelle, puis elle me dit, Jean-Marc, on a des jumeaux. Je suis là, yes! Tu voulais? Ben oui! C'était une pierre deux coups, à 2 fois plus de bonheur. Let's go! Et 15 minutes après, ben, elle m'appelle et puis elle est en larmes et découvre qu'elle était à 12 semaines. Donc, Jean-Francis, lui, progressait normalement à 12 semaines et il y avait 2 placentas. Et dans l'autre, avait arrêté de progresser à 8 semaines. Et là, nous, bon, on était comme ça, on s'est dit, est-ce que Jean-Francis va se rendre jusqu'au bout? Qu'est-ce que la nature nous a fait? Pourquoi? Tu te remets à te poser des questions. Et finalement, il est arrivé à terme, un beau bébé. Qu'est-ce qu'il fait de beau, Jean-Francis, maintenant? Jean-Francis, c'est son métier, c'est graphiste. Mais aujourd'hui, il travaille pour une boîte qui s'appelle National. Il est stratégiste en marketing. Donc, il élabore des stratégies pour des clients à travers cette... Il travaille pas avec toi? Non. Ah non, mais le gars... le gars a dansé, il a tout fait, mais à un moment donné, à l'âge de 18 ans, il avait une carrière déjà, il était sur un tapis rouge. Champion canadien, tout ça, ça allait super bien. Et il était très, très bon. Et il fait une tête de plus que moi. Donc, dans les danses standards, il était beau. En tout cas, il y avait tout pour réussir. Et là, à un moment donné, à 18 ans, il est venu me voir, il m'a dit, papa, juste que tu saches, je danse pour toi. Là, j'ai dit, donne-moi tes souliers, ça va. Faut pas que tu danses pour moi, faut que tu danses pour toi. C'est sûr. Et là, ce beau grand garçon, ce grand... Oui. Petite crotte, grosse crotte. On voit... c'est là où c'est formidable chez toi, Jean-Marc, c'est que on sent à quel point la famille, c'est vraiment la base de tout. Hein. Ah, mais oui. Tu aimes tes enfants, tu aimes ton épouse, tu les aimes profondément. Et à chaque fois, il y a une expression qui est un peu familière ici, mais ça dégueule d'amour. Ah, mais oui. Mais, puis tu sais quoi? J'ai potentiellement la même recette avec mes potes de Danse avec les stars. Pour moi, la famille, c'est hyper important. On tisse des liens. Bon, je sais que cette famille-là, c'est un élastique. Je m'en viens en France, elle y est bien fixée au Québec. Je peux aller n'importe où dans le monde. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai jamais acheté un appart ici. Pourtant, j'aurais été... Bien sûr. Ben oui, ça serait... voyons, pour tout le temps, ça fait 15 ans que je viens ici en France. Ben, 14. Et je me dis... mais je me sentais pas capable de faire ce geste, de poser ce geste symbolique, qui est d'avoir une adresse en France, parce que j'avais peur que ma femme pense que je voulais avoir une autre vie. Donc, non, chérie, je remets ma clé à l'hôtel, toujours le même hôtel, toujours la même chambre. Ça fait 14 ans, même truc. C'est fou, même ça. truc, mais je retourne chez moi. OK. On parlait tout à l'heure de la spiritualité. Quand on élargit un petit peu cette spiritualité, parfois on parle de transgénérationnel. Est-ce que le transgénérationnel, d'abord, est-ce que ça te parle? Et j'ai le sentiment que il y a quelque chose de transgénérationnel dans la naissance chez toi. Il y a le transgénérationnel de ta naissance, avec un phénomène qui est assez étonnant dans la fratrie, que tu vas pouvoir nous expliquer. Il y a évidemment la naissance de Francesca, il y a la naissance de ton fils, Jean-Francis. Ouais. Je me suis posé la question, en préparant l'émission, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas du transgénérationnel avec des schémas répétitifs dans ta vie, avec ce rapport à la naissance? Alors déjà le tien, déjà ta naissance. Ouais, ma naissance qui est... C'est quand même incroyable, ça. Ouais, c'est... Aujourd'hui, c'est utopique. Mais je sais pas si le phénomène était plus fréquent dans les années 60, mais bref, ma mère et ma sœur étaient dans la même chambre d'hôpital
et ont donné naissance, un jour de différence. Moi, je suis né le 25, ma nièce est née le 26, donc je suis né oncle. Et la mère et la fille dans la même chambre, c'est quand même... C'est étonnant. C'est un phénomène. C'est étonnant, parce qu'il y a beaucoup d'écart d'âge, en fait, Oui. dans votre fratrie. Hein. Ah Vous bah êtes, oui. vous êtes, Moi, j'ai 20 ans avec mon frère aîné. J'ai 23 ans avec ma sœur aînée. Et 15 ans avec Françoise. Oui. Et c'est drôle parce que tu dis transgénérationnel. Ben, dans la première partie du mot, dans l'étymologie du mot, transmission. Et oui, j'y crois à la transmission des gènes, de l'énergie, des exemples. Bon, j'ai pas besoin de te dire que oui, je suis assez différent de mes 5 autres frères et sœurs. Okay. Mais à quelque part, c'est drôle parce qu'on se rejoint à un moment donné, on joue au Scrabble. On est... c'est comme ça dans la famille et je te jure, là, on se ressemble. Moi, j'ai eu le bonheur de croiser les yeux de France Mousseau à 9 ans. J'ai été frappé par un météorite. Ça a changé ma trajectoire de vie. Je peux pas te le faire te donner l'image la plus... C'est ça. Moi, je m'en allais là, je suis parti dans un autre univers. J'ai découvert la danse. Ben, mon frère et mes sœurs n'ont pas vécu ça. OK. Est-ce que c'est de la chance? Peut-être. Ou, moi, je suis un gars qui... je te dis pas que je peux le dessiner, mais c'est sûr qu'il y a tellement de détails dans ce qui m'entoure. Moi, je vais remarquer des trucs que les gens ne remarqueront pas. Et souvent, je vais oublier la porte d'entrée. Mais je vais me souvenir qu'il y avait un Elton John qui était là, puis il m'a fait rire tout le long de l'interview. Mais bon, bref, c'est là où cette transmission, je pense que mon père nous a légué, et ma mère nous a légué des trucs. Et je te donne un exemple très bizarre. C'est sûr qu'eux, ils vont à la bibliothèque, ils se disent « Hey, on se voit dans 3 heures, OK. » Un part d'un côté, l'autre part de l'autre. Hein? Ma mère, c'est les romans Harlequin, les romans à l'eau de rose. Mon père, c'est le Reader Digest et tout ce qui s'appelle comptabilité, chiffres. Puis, c'est drôle, quand ils se réunissaient ensemble, mon père, c'était le lion. Donc, lui, prenait de la place, il faisait rire les gens, il y avait une énergie. Et ma mère était derrière à ramasser les trucs. Tu ressembles à ton père sur ce point-là. Je pense que oui, mais j'ai aussi l'eau de rose de ma mère. Et c'est là où je deviens une pleureuse dans les enterrements. Tu sais, si tu veux engager un gars qui pleure, appelle-moi. Il faudrait pleurer dans 10 minutes, il n'y a pas de souci. Tu me mets Céline Dion vol et je suis parti. Ah ouais, oh là là. Ah, mais il faut que je te raconte une histoire. Oh là là là. On parle de pleurer. Oh là là. OK, gamin, regarde. Je suis dans un film qui s'appelle Star 80, la suite. Et là, tout d'un coup, Renaud va apparaître dans l'histoire. Parce qu'il cherche une vedette. Parce que dans l'histoire, les deux, Patrick Timsit et Richard Anconina, qui sont ils veulent trouver une vedette pour mousser leur truc, donc ils invitent Renaud. Mais ils l'invitent pour de vrai. On est dans un faux zénith. Et là, c'est émouvant, là. Ils ont habillé 100 enfants, mais pas un de moins, pas un de plus. 100 enfants avec le petit... Renaud. Avec les mêmes jeans, le petit foulard. Le bandana. Il y a plein de trucs qui sont là. Et là, je peux te dire, tu chiales tout seul. Hein. C'est tellement beau. Lui, il chante sa chanson qui est mythique. Et là, t'es là, ça part. Et la caméra est sur moi, et blablabla, blablabla. Et là, du coup, 1 mois plus tard, je me retrouve, on fait une autre partie du film. Ma rencontre, entre autres, avec ces 2 mecs-là, et avec une fausse fauve qui tombe à l'arrière, c'est rigolo comme tout. Et après, ils me disent « Oh non, Jean-Marc, va pas te changer. » « Mais comment ça, va pas te changer? »« Oui, ben non, tu vas changer de costume. Il faut que tu repleures sur le décor. » Je comprends pas, là. « Oui, on va refaire la scène avec Renaud. » Mais Renaud est pas là. « Oui, mais c'est pas grave, on va arranger un truc, on te fait un... » Là, je dis « Les gars, c'est... On vient de faire 14 heures de tournage, là, vous voulez... Ouais, on y va. OK. Bon, ben, écoute, il m'habille comme j'étais à ce moment-là de la performance de Renaud, qui va chanter Mistral gagnant. Et donc,
il balance Miscall gagnant. Et là, je m'étais un petit peu préparé parce que j'avais pas de texte. C'était juste une émotion. Et j'ai mis vol de Céline Dion. J'ai regardé la photo de ma fille. Oh. Et je suis parti. Bon. Et là, je te dis, il y avait une balle de tennis qui était là. Il dit, la foule, c'est le mur jaune que tu vois. Et donc, quand il me disait balle de tennis, je regardais. Foule, je regardais. Donc, je tournais la tête au moment où il me disait. Mais l'émotion, il fallait qu'elle soit vraie. C'est clair. Donc, oui, si un jour on me demande de faire de la fiction, on me demande de faire des films, mon sac à dos, il est plein d'émotions. Plein d'émotions. Qui peuvent être utiles à plein de choses. Mais en tout cas, sur l'histoire du transgénérationnel, je me suis, par rapport à la naissance, effectivement, Oui. Et au schéma répétitif de la vie, est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça, à ces sujets? C'est-à-dire aller voir un peu si tu n'étais pas impacté ou tu ne traînais pas peut-être des histoires de tes ancêtres, de tes aïeux, faire de l'hypnose régressive ou aller dans ces univers-là? J'ai jamais Chercher à savoir? cherché à savoir. J'ai comme envie de te dire que je sais. Je sais que, bizarrement, je sais pas. Je t'amène ailleurs. Je reviens à ta question dans 2. Tu sais que je vais me retrouver sur scène à partir du mois d'août. On va en parler. Je l'ai là. Et là, les gens vont arriver au Il est théâtre. là. Les gens vont arriver au théâtre et je suis mort. Oui, j'ai vu le titre. Jean-Marc Généreux est mort. Oui. Et donc, là, je vais être entre le ciel Ouais. et l'enfer. Je suis au purgatoire, en réalité, et je vais revivre ma vie. Et donc, bizarrement, je sais que quand on trépasse, moi, je reviens, parce que j'ai le luxe de revenir, hein, et je peux en parler parce que je vais faire un show dessus. Mais ce que je sais profondément, c'est le départ. Le départ, c'est sûr que si on me découperait, on pourrait me découper dans des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de cellules. Mais chacune de ces cellules-là ont été composées de mon père et ma mère, qui ont été composées de son père et sa mère de chaque côté. Et là, tu vois le triangle, tu vois un peu l'image. Et donc, on marche debout. Est-ce qu'on était des quadrupèdes? Est-ce qu'on est devenu, quand on est devenu des bipèdes? Quand est-ce qu'on a décidé que le sens vestibulaire était pour nous faire bouger? Parce que je ne sais pas. Moi, j'arrive à une synthèse d'un moment de vie dans les années 60. La synthèse que mon père avait et ma mère avait. Et oui, cette transmission de cellules qui est transgénérationnelle, c'est sûr qu'elle m'habite. Donc, c'est impossible que... Après... Moi, ce que j'appelle, à mon humble niveau, ça s'appelle la reprogrammation. Est-ce que tu dois nécessairement... Ben, écoute, je l'ai tué parce que je suis fait comme ça. Mais non. Non, tu peux potentiellement changer. Et c'est là où, je dis aussi dans le livre, hein, je pense qu'il n'y a pas de mauvais élèves. C'est juste que l'élève n'a pas trouvé le bon professeur. Et je peux extrapoler en dire, ouais, mais je suis pas bon en mathématiques, ben fais du français. Ah ben, je suis pas bon en français, ben, fais de la géographie. Ce qui veut dire qu'en fait, quelle que soit la personne et quel que soit ce qu'elle ait pu faire, il y avait à la base quelqu'un de bien. Oui. En tout cas, je l'espère parce que... Tu l'espères. Ouais. Et c'est là où, malheureusement, tu sais, on dit souvent l'exception qui confirme la règle. Ben, je pense que je regarde certains des dirigeants, je veux pas nommer personne, mais... des gens qui sont dans des positions d'influencer des trucs, et ça a créé des moments, des batailles épiques qui ont changé le destin de notre... et qui nous ont, en général, rendus meilleurs. Je vais prendre un exemple qui est tout bête. La pandémie. Pendant la pandémie du COVID, les pays se sont tous unis. On était derrière une cause. Pour moi, c'est ça la solution. C'est pas de sortir de son coin et essayer de prendre l'assiette de l'autre. Si on pouvait utiliser ce qu'il y a de bon dans chaque corps humain, dans chaque esprit humain, à des échelles différentes. Moi, souvent, j'arrive sur le plateau, on me donne un siège, il y a Camille Combal qui me pose une question. Ben merci. Sauf que je peux la répondre, cette question-là, être hyper confortable avec, parce qu'il y a eu la maquilleuse. Il y a eu la styliste. Il y a eu quelqu'un qui m'a donné de la bouffe. Il y a quelqu'un qui a ciré mes pompes. Il y a je vais dire, des centaines de personnes qui ont influencé, dont
Mon père, ma mère, mon frère, mes sœurs et tous les gens, mes professeurs de danse qui font que les mots que j'utilise, j'en ai emprunté la moitié de un, le trois quarts de l'autre. Et c'est là pour moi que la transmission devient tellement importante, mais c'est tes capteurs à l'intérieur. On parlait d'armure tout à l'heure, mais si ton esprit est fermé et que tu te fies seulement à ce que toi tu connais et tu laisses pas l'évolution prendre place, parce que oui, tu peux avoir un bon fond ou un mauvais fond, en tout cas ça peut être d'un côté le yin et le yang, mais si on prend cette énergie-là et on essaie de reprogrammer pour faire la meilleure journée de notre vie, ben je pense que on irait tous dans la meilleure direction. Est-ce que tu crois à l'après? Je crois à l'après. C'est compliqué parce que ça, c'est vraiment, vraiment du tangible qui vient de l'intangible. Si je te dis oui, c'est comme si je l'avais vécu. Donc, après, on peut faire tout le parallèle. On peut tout faire le parallèle avec la foi. Est-ce que j'ai besoin de savoir que cette eau est bonne pour moi? Ben, j'y crois parce que tu me l'as versée, mais admettons là qu'elle n'est pas bonne pour moi. J'ai la foi que... Donc, la foi, pour moi, c'est de croire en quelque chose qui avant de faire l'action... Donc, est-ce que je crois qu'il y a un passage... Pour le moment, je m'interroge même pas là-dessus. Est-ce que je crois aux fantômes? Quand je dis fantômes, aux esprits qui viendraient revenir? Je sais pas, mais des fois, j'ai des idées. Je suis sûr que ça vient pas de moi. Honnêtement, avec toute l'humilité du monde, je pense que je suis un vecteur de bonheur. Il y a des trucs qui rentrent dans mon corps, qui sortent de ma bouche, ou qui sortent des gestes qui sortent de mon corps. Et je me dis, il y a quelqu'un qui vient de se stationner, de se parquer dans mon corps. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends compte, la mission de vie, je crois que je suis un vecteur de bonheur. C'est une mission de vie extraordinaire. À mon échelle, hein. Ouais, je ne ferais pas des opérations à cœur ouvert. C'est une mission de vie fantastique. Si tu peux distribuer du bonheur aux gens, et quel est le plus beau rôle sur Terre qu'on puisse avoir? Oui, sauf que pendant que j'en donne à mes amis de la France, j'ai une famille au Québec qui en aurait besoin aussi. C'est cette dualité, c'est là où ça devient très compliqué. C'est pour ça que je vis des moments intenses sur un plateau de tournage et quand je reviens dans ma loge, je remets les lunettes de comment il s'appelle, Monsieur Clark dans Superman et là j'écris comme lui. Je deviens reporter de ma vie et puis j'essaye d'écouter au lieu de parler. Et tu as besoin de ça. Ça fait partie de ton équilibre. Ta famille le sait en plus de ça. Elle sait que tu as besoin. Ben justement, hier, j'en parlais avec ma femme et sa question elle n'est pas redondante. Hein, elle devient toujours plus d'actualité. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de faire ça? Quand est-ce que tu... Et honnêtement, Marc, et je le dis avec... Tu pourrais arrêter? Le plus d'honnêteté possible. Demain matin, c'est terminé. Pour moi, ça serait terminé. Et je passerai à un autre appel. Et si cet appel, c'est de rester auprès de ma fille pour le restant de ma vie, ben tout ça aura eu le sens de me donner les outils pour pouvoir offrir à ma famille une vie confortable. Confortable. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi après cet échange que nous avons eu? Retenir que la résilience des gens qui te poussent et que derrière le champion, les vrais champions sont derrière. Celui qui parle n'a pas nécessairement créé les phrases. Elles sont venues de gens derrière et donc lui, il prend toute la lumière, mais les gens de l'ombre, c'est vraiment les fondations d'un homme. Et quand je dis un homme, c'est au sens large. C'est les femmes et tous les gens. Et que si mon livre plaît aux gens, si les gens lisent à travers ma vie, j'espère qu'ils retiendront que ma famille, et quand je dis ma famille, c'est ma famille de DAS, de Révolution au Québec, ma famille, Jean-Francis, Francesca et France, sont mon socle et que
on me donne l'opportunité d'en parler et je veux être une locomotive, mais il y a tellement de gens qui travaillent derrière moi. Je voudrais qu'on termine, Jean-Marc, avec... on a une petite séquence qui s'appelle « Je pense jeudi ». OK? Début de phrase, tu termines la phrase, D'accord. sans explication nécessairement, et tu nous dis ce que tu en penses. Pour moi, le bien-être commence par... Ça fait un peu ballot, mais une bonne hygiène de vie, mais ça au sens large. Oh, j'aurais pas pensé que tu dises ça. J'aurais dit, pour moi, le bien-être commence par le bien-être de ma famille. Oui. Ben, la bonne hygiène de vie, et c'est là, je fais le parallèle aussi dans... Tu sais, quand tu embarques dans un avion, ils disent n'oubliez pas de mettre votre masque avant d'aider les autres, Exact. parce que si tu respires pas, tu peux pas aider personne. Exact. C'est dans ce sens-là. Tu as raison. Quand je suis confronté à un défi, je me rappelle toujours que... On est humain. Pour moi, le geste ou le rituel qui m'aide le plus au quotidien, c'est... Me souvenir de ma famille, d'où je pars. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est... Respirer. Parce que si on respire pas, c'est terminé. Ça dure 4 minutes. Et ma plus grande source d'énergie positive, évidemment. Ben, ma famille. Bah évidemment, ça coule de source. Lisez ce livre parce qu'il est touchant. Je vous disais qu'il y a un petit côté bouleversant, mais il y a un côté authentique, il y a un côté sincère. Et puis, est-ce que tu as tout dit dans ce livre? On va dire un bon 90%. Tu pourrais faire un tome 2 de ça? Ah bah oui. Mais parce que à chaque année, moi, il m'arrive des trucs tous les jours. Tous les jours. et je me dis, c'est des histoires à transmettre. Et les leçons, je veux pas donner de leçons à personne. Je veux juste montrer les leçons que j'ai reçues. Et s'ils peuvent être utiles à quelqu'un, encore une fois, en toute humilité, ben ce livre-là aura un vrai but. Exactement. Et puis je rappelle que ça commence au mois d'août en France, hein, si je ne m'abuse. C'est ça? Pas en France, au Québec. 2025. Pas en France? Mais Peut-être, j'ai vu des dates en France. Non, il n'y a pas de Non, il n'y a date pas en encore France? de date en France. j'ai vu. Ne me stresse pas. Je suis pas stressable, mais ça me stresserait de savoir que, en plus, les ailes, sont faites en gaffeur. Oui, j'ai vu le making-of, là. Ben J'ai oui. vu, là, il y a une petite vidéo où tu Et présentes... donc, honnêtement, je me prends pas la tête. Ça va être beaucoup de danse, Ouais. beaucoup d'humour, des moments, je l'espère, intrigants, mais aussi beaucoup d'émotions. Bon, août 2025 au Québec, Yes. et ensuite en France, parce qu'il faut que tu viennes en France. Ça peut Il pas faut. de pas. Il faut. J'ai pas de regrets sur le football et l'architecture. Non. Pas de regrets. Tu voulais être ça, hein? Moi, je voulais être. Architecte J'aurais et voulu être footballeur. hockeyeur, j'aurais voulu être hockeyeur et j'aurais voulu être architecte. C'est sûr, mais tu sais quoi? Bizarrement, j'ai bâti des corps au lieu des maisons. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, dans la série, on n'arrête jamais, Jean-Marc, parce qu'évidemment, ça cogite en permanence. Il y a des nouvelles choses entre les spectacles, entre Danse avec les stars, etc., plus toutes les activités que tu as là-bas au Québec. Moi, j'ai vu, il y a toujours ces expressions. Il y en a deux. Oui. Il y a ça, J'achète! j'achète, évidemment. Et puis, il y en a une deuxième qui est devenue une marque aujourd'hui, une Oui. référence. Oh là là, Chihuahua, ça, c'est quelque chose de fou. Tu sais, j'aurais pu faire des trucs avec et ça, j'achète, mais je trouve ça trop rigolo. Et là, on a déposé avec un groupe qui s'appelle Malabar Manufacture, un homme merveilleux, Mathieu, qui est parti dans mon délire. Et on a créé une marque qui s'appelle Oh là là, Chihuahua. C'est écrit un peu partout sur le T-shirt. On veut s'amuser avec ça. On veut créer une communauté. Je sais pas où on va aller. On a des bonnets, on a des hoodies, on va avoir des chaussettes, on va avoir plein de trucs. Et on trouve ça sur ton site? Non. Oui, mais éventuellement, ça va être sur mon site. Mais là, pour le moment, c'est sur le site de Malabar Manufacture. OK. Et, écoute, je vous donnerai le lien. Et moi, j'aimerais ça, quand je vais en spectacle ou que je me retrouve à quelque part, que quelqu'un a notre petit T-shirt, qui a la tête qui a été dessinée par mon fils, d'ailleurs, Ah, fort. qui a été dessiné par Jean-Francis. Et c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de rigolo.
Et ça peut perpétuer, je pense, la bonne humeur. Bon, et ça, c'est le t-shirt. Et il y a le sweat, hein? Ah oui, bah ouais, regarde. J'ai le oh là là chihuahua, on rigole pas. Les hanches étaient optionnelles, mais bon, bref, c'est ça la vie. Merci infiniment, Jean-Marc. Merci, Marc. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Lisez chez Le Duc, évidemment, ce livre. Chaque pas est une leçon de vie. Il n'y a pas de nécessité de vouloir faire la leçon, mais en tout cas, il y a une façon d'appréhender la vie avec des théories, des envies, des partages et des philosophies de vie, voilà, des modes de réflexion au travers de l'ouvrage de Jean-Marc. Merci en tout cas. Là, tu es en pleine saison. Oui. Tu repars quand au Québec alors? Tu vois, je vais repartir pour 24 heures parce que j'avais que 24 heures. Et donc, ouais. Mais je vais retourner aussi à la fin avril et là, on met les bouchées doubles sur le show. Bon, formidable. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez. On va lire tout cela. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.